Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Florian. Bonjour. Salut Florian. On va faire comme si on ne s'était pas vu avant. Ouais, c'est ça. Comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va? Bah, super. Super, Kevin, ça va? Ça va? Super. Top. On attend un peu avant de lancer tout ça. On a 300 personnes qui se sont inscrites. On a D'accord. 10% de personnes qui arrivent pour le moment. On attend un petit peu avant de lancer tout ça. On peut commencer juste à présenter un peu rapidement ce qu'on va faire. On va le refaire ensuite, mais Vas-y, monsieur. pour ceux qui étaient là sur le webinaire précédent, déjà avec Étienne et moi, on avait reçu Anthony Santiago, qui était passé par l'Olympique de Marseille en tant qu'analyste vidéo de Villas-Boas et de Saint-Pauli, si je dis pas de bêtises, Exactement ça. qui travaille maintenant pour la FIFA. Et donc là, on va tout simplement, cette fois, voilà, les gens commencent à arriver, on le voit. Ouais, je vois. Bonjour à tous. On va tout simplement repartir sur un webinaire d'une petite heure. Et cette fois, on va recevoir Florian Coz. On va te représenter ensuite, qui est analyste vidéo pour le Stade Brestois en Ligue 1. De l'équipe première. De l'équipe première, bien sûr, en poste à l'heure actuelle. Et donc, on a une petite heure sympa de discussion autour de ton parcours, de ton boulot, de ce que ça implique, etc. Voilà, pour un petit topo rapide. Je sais pas. C'est parfaitement résumé, Kevin. On est très bien. Voilà, pour développer un petit peu ce que disait Kevin, on a retracé en amont de ce webinaire le parcours de Florian, de par ses études et comment il a réussi à arriver à ce poste d'analyste vidéo en équipe première. Et ça va être finalement le fil rouge de cette conférence, de comprendre un petit peu le parcours de Florian, ce qu'il a fait lui de son côté, que ce soit en termes d'expérience réelle et d'études, pour arriver à ce poste d'analyste du coup en équipe première en Ligue 1. Je vois pas mal de personnes qui me mettent des messages. Bonsoir à tous. Merci de vous rendre disponible à nouveau pour cette conférence. On commence, Kevin, du coup. Ouais, on a déjà pas mal de monde de dispo. On a pas mal de monde et ils sont déjà bien chauds. On a un message qui nous dit Jérémy Le Doiron, meilleur joueur de Brest. T'as un avis là-dessus, Florian? Meilleur buteur, donc déjà, ouais, c'est sûr que la stat part pour lui. Hein. Il a fait une bonne saison, il a fait une très bonne saison, c'est sûr. Non, voilà, on va pouvoir réattaquer. Comme on le disait juste avant, pour ceux qui n'étaient pas encore là, aujourd'hui, 1 heure de webinaire avec Florian Coz, ici présent, qui est donc analyse vidéo au Stade Brestois, en équipe première en Ligue 1 cette saison, actuellement en poste. Étienne, si tu veux, on peut y aller. On peut y aller, on est parti pour développer un petit peu justement, Florian, l'idée du premier point, en tout cas qu'on voulait aborder pêle-mêle, c'était justement développer un petit peu ton parcours, d'où tu viens, sans être intrusif bien sûr, d'où tu viens et ce qui t'a amené à être sur le poste que tu occupes. D'accord. Alors en soi, moi je suis brestois déjà. Je suis brestois, je suis né ici, j'ai tout fait ici, même marié, un enfant, etc. Donc moi, tout ma vie est à Brest. J'ai fait un baccalauréat ES quand ça existait encore. J'ai fait fac de sport, donc j'ai poussé jusqu'au master. C'est pendant le master que moi j'ai décidé. En fait, j'avais deux. En soi, ça s'est décidé par rapport à un stage. Honnêtement, j'étais soit un stage de préparation mentale, donc en arrivant en master, soit un stage d'analyse vidéo. Donc les deux stages étaient avec le Stade Brestois. Il y en avait un qui était avec la D2 féminine pour la préparation mentale. Et donc, il y avait un autre qui était sur le centre de formation et l'analyse vidéo en règle générale. Et en fait, vu que l'analyse vidéo s'est décanté un peu plus vite, en fait, ça m'intéressait tout autant. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et comme le centre de formation avait pas forcément de base, donc en fait, j'arrivais sur un terrain inconnu, on va dire, et je pouvais faire un peu ce que je souhaitais. Donc voilà, donc j'ai fait un master STAPS, donc j'ai passé les tout premiers échelons aussi de diplôme d'éducateur sportif, en tout cas d'éducateur de football. Donc pour ceux qui connaissent FF 1, 2, 3, 4, j'ai pas encore poussé jusqu'au BMF parce que ça prend du temps et pour ceux qui sont analystes, savent combien le temps nous est rare pour, en tout cas pour pouvoir faire des choses. Donc c'est ça qui est assez compliqué. Donc non, après moi c'est en fait mon parcours vraiment d'études qui m'a vraiment orienté là-dessus, donc sur l'analyse vidéo, et c'est ça qui a permis d'avoir un peu, pas dire une certaine différence, dans le sens où c'est quelque chose je pense qu'on abordera plus tard, mais on va dire moi mon master de STAPS c'est orienté sciences humaines, et notamment ma spécialisation en quelque sorte par rapport à mes cours et par rapport à mon mémoire d'études, c'était tout ce qui était psychologie cognitive.
Donc tout ce qui sert d'apprentissage, etc., on va dire, je vulgarise la chose. Mais moi, c'est donc, étant donné que j'étais en centre de formation, en stage à ce moment-là, c'était vraiment le domaine de prédilection à tout ça. Donc en fait, je pouvais, à partir de ce moment-là, expérimenter des choses, comme l'entraînement vidéo. On pourra en parler après parce que c'est une technique d'apprentissage très peu connue. Je sais que j'avais fait une vidéo pour le magazine Vestiaire par rapport à ça, parce que moi j'avais expérimenté en période de confinement. Bref, je reviendrai, sinon je vais me perdre. Donc non, voilà, j'ai pu expérimenter tout ça. J'ai développé mes compétences durant ma période de master, donc pendant 2 ans. J'ai fait ma première année de stage avec le centre de formation, juste centre de formation. Et en fait, la deuxième année, c'est quand le staff d'Olivier Dalloglio est arrivé à Brest. Et il y avait donc l'analyste de l'époque, Maxime Flamand, qui en fait cherchait quelqu'un pour être avec lui toute la saison. Moi, j'avais demandé juste à faire un petit stage d'observation, comment fonctionnaient les pros. Et en fait, il m'a dit qu'il y avait besoin de quelqu'un tout au long de la saison. Donc évidemment, je me suis proposé et j'étais le plus ravi. Donc durant toute la saison, j'ai fait groupe pro et centre de formation en étant stagiaire. Alors ça, c'était sur quelle saison qu'on remettait dans le contexte? La première année de Ligue 1 du stade. Donc, il y a 3 ans, 3-4 ans. Ouais, ça doit être ça. De tête, je ne me souviens plus trop des dates, mais ouais, première année de Ligue 1, quand le staff de Loglio arrive. Donc c'est la première année, voilà, j'enchaîne les deux. Je fais les 2 centres de formation et pro. Moi, ça me permet de développer des compétences avec SportsCode, parce qu'en soi, dans mon cursus universitaire, j'avais aucune formation dans ce logiciel. Je suis parti de zéro et j'ai appris tout seul. On va dire, Maxime avait appris les bases. Et en fait, moi, je me suis plus passionné pour une partie, pour ceux qui ont suivi les formations, etc., le script, que moi, quelque chose que j'apprécie, que quand on est en poste et qu'on n'est plus en phase de prépa, on a difficilement le temps d'y accorder du temps pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. Donc non, voilà, j'ai développé tout ça. Et c'est en fait à l'issue de cette année-là, j'ai terminé mes études. Donc c'était la période de confinement. Donc voilà, c'était en période de confinement. Et en fait, au centre de formation, il y avait un poste qui se crée à mi-temps. Et en fait, comme l'effectif pro en tout cas le staff pro était satisfait de mon travail, ils m'ont proposé de compléter donc avec le staff pro, donc ce qui s'est fait. Donc en fait, je suis arrivé ma première année en tant que salarié au Stade Brestois, j'étais moitié centre, moitié groupe professionnel. Et en fait, l'année qui suit, c'est l'année où en fait le staff de Dalloglio part, où l'arrivée de Michel Derzakarian. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, moi je m'étais proposé pour en fait prendre notamment les fonctions d'analyse de l'équipe première. Donc c'était la saison passée, début de saison passée. Et en fait, moi, le directeur sportif a accepté ma demande. Donc en fait, depuis la saison dernière, je suis avec l'effectif donc pro à temps plein et je vis tout seul. Voilà un peu si je résume un peu le tout. Dis-moi si j'ai oublié des choses. Déjà c'est bien parce que tu as parlé de quelqu'un qui doit parler à pas mal de gens qui regardent le live, certains de nos étudiants, nos apprenants, parce que Maxime Flamand, on a pu tourner une masterclass avec lui au moment où il était encore à Montpellier, justement avec Olivier Dalloglio, quand il était analyse vidéo du MHSC. Donc déjà, c'est un nom qui parle, ça c'est une certitude. Une question qui me semble intéressante pour commencer peut-être, c'est quand tu étais encore analyste vidéo, une partie au centre de formation et l'autre partie avec l'équipe pro, comment ça se passait pour conjuguer les deux? En fait, la complexité, j'avais évidemment des tâches qui étaient différentes. Le centre de formation, il faut savoir que j'étais tout seul. J'avais comme fonction déjà le week-end en priorité, comme je ne faisais pas du tout les déplacements avec l'équipe pro, j'étais uniquement à domicile. Ma priorité à moi, c'était déjà de filmer les matchs à domicile pour le centre de formation. Déjà, c'est la première des tâches. À l'époque, soit, je ne sais plus s'il y avait le dispositif VO, qui était partenaire du club. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une caméra qu'on met en place, on l'allume et elle fait tout le boulot à notre place. Donc ça, c'était pratique. Moi, ça me permettait de coder en direct. C'était un outil pas mal qui me faisait gagner du temps, globalement. Et en fait, pour le centre de formation, la priorité, c'était surtout au début de semaine. Il fallait que je puisse fournir mon codage le plus rapidement possible. C'est-à-dire que j'essaie d'anticiper les demandes des différents coachs sur des principes de jeu, un peu des demandes individuelles, des retours individuels, bref. Donc moi, je fais en sorte que mon codage soit fait idéalement pour le lundi ou le mardi grand maximum, pour que dès qu'un coach avait une demande, je puisse lui fournir ce qu'il souhaite.
Je m'assurais que tous les joueurs aient leur séquence individuelle. Je m'assurais de fournir les stats des matchs, etc. Et en fait, la différence avec le groupe pro, c'est que ma mission pour le groupe professionnel à cette époque, c'était surtout la gestion des bases de données et de l'analyse individuelle. C'est-à-dire que, moi, je compilais toutes les occasions que concédaient et qu'obtenaient les équipes de Ligue 1 après chaque journée. Et à partir de ça, moi, j'avais des différentes stats qui sortaient et j'avais une base de données d'images. C'est-à-dire que quand on avait des semaines à 3 matchs, donc dimanche, mercredi, dimanche, pour un analyste, c'est compliqué de pouvoir regarder autant de matchs, à moins de vraiment anticiper. Et même quand on anticipe, c'est souvent le dernier match qui en paye le prix, parce qu'en fait, on a beaucoup anticipé sur les premiers, et à la fin, c'est un peu plus dur. Et en fait, rien que le fait de voir un match et d'avoir eu cette base de données-là, ça permettait de gagner du temps à retrouver des images faciles. Donc c'est surtout à ça que je servais pour le groupe pro. Et donc il y avait cette analyse individuelle. En gros, moi, je fournissais des différentes infos écrites. Voilà, je faisais un paperboard, grosso modo, avec les étiquettes des différents joueurs de l'effectif. J'essayais d'être un peu à l'affût des infos éventuelles et un absent, mais bon, ça c'est plus des détails. Et en fait, voilà, moi je faisais un petit descriptif, et que voilà, après moi je présentais tout ça à Maxime. On en discutait parce que lui regardait des matchs, donc évidemment il avait un autre œil, parce que moi je regardais surtout séquence par séquence sur Wisecout. Donc lui avait une vision de match, moi j'avais une vision purement de séquence, donc on avait parfois des choses différentes. Donc voilà, moi le début de semaine était très axé centre de formation. Le milieu de semaine plus groupe professionnel pour pouvoir fournir ces infos-là. Et après la fin de semaine, c'était un peu mixé au besoin. J'étais surtout basé au centre de formation l'après-midi, parce qu'en fait les séances du groupe professionnel c'était le matin. Donc je préférais être là au cas où pendant que moi Maxime était en train de travailler. Comme ça, si jamais de demande, etc. Mais bon, en toute franchise, je faisais la navette. Il n'y a pas beaucoup de distance. On n'est pas sur un complexe, mais il y a un peu de distance entre les deux. Et si besoin, je faisais la navette s'il y a besoin d'amener quelque chose, étant donné qu'on avait une connexion Internet plutôt catastrophique au centre d'entraînement. Donc voilà, c'était comme ça que s'organisait un peu mes semaines. Et donc le week-end, souvent le samedi, il y a les rencontres jeunes, samedi ou dimanche matin. Et puis souvent, à l'époque, comme il n'y avait pas encore, il n'y avait pas eu Media Pro, donc les matchs étaient samedi soir. Et donc en fait, les matchs étaient aux alentours de 20h. Ils étaient à 20h, je crois. Et donc nous, la réserve jouait à 21h. Je sais plus, bref. La réserve jouait à 18h. Et je sais que défini, je remballais tout et j'allais directement à Francis Lobé, notre stade. Et comme ça, j'enchaînais un peu tout ça. Voilà un peu comment on s'organisait mes semaines. Bien chargé en tout cas. Les journées, les semaines, ça doit être cool. Un analyste n'a jamais de semaine facile. Ouais, non, c'est clair. D'autant que là, tu avais 2 casquettes finalement. Tu as vraiment la casquette de analyste. Ouais. Après, c'est comme ça que c'est le plus formateur. C'est en étant mis un peu en difficulté, sous pression, qu'on sait quelle dose, en tout cas, quelle charge de travail on peut supporter. On sait qu'au bout d'un moment, là, on pourra dire non, désolé, ça, j'aurais pas la possibilité de le faire parce que j'aurais pas le temps. Mais à l'heure actuelle, on me demande des choses. Je sais que parfois j'ai le temps de les faire, parfois j'en ai pas. Et je sais que à certains moments, je peux juste dire non, je peux pas. Parce que, voilà. Mais c'est comme ça qu'on sait, comme ça qu'on progresse. Parce que c'est comme ça que j'ai appris Sports Code. Je l'ai appris sur le tas. Je suis beaucoup renseigné de mon côté. J'ai utilisé les différents outils que proposait Eudel, avec Eudel Academy, qui était bien pratique à l'époque pour ceux qui n'y avaient pas accès à de formation. Puisque moi, je sortais du master et honnêtement, j'avais un peu assez des formations à l'heure actuelle, mais à cette époque-là. Donc non, c'était bien chargé, mais enrichissant. Quand tu dis que Huddle, tu t'es formé sur le tas, c'est-à-dire que c'est le club, comment ça s'est passé? Tu as fourni une licence et en gros, tu t'es dit, allez, je me débrouille, je me connecte dessus et c'est moi qui vais apprendre au fur et à mesure. En fait, comme je l'ai dit, donc moi, Maxime avait fait en sorte que j'avais une licence, j'avais une Elite Review, j'avais pas la plus haute, j'avais pas le live à l'époque. Donc j'avais une Elite Review et en fait, moi, Max m'a montré les bases. En fait, puis comme je suis arrivé en phase de prépa, donc je suis arrivé assez tôt, puis la phase de prépa pour les analystes, c'est surtout une phase de comme le mot est le même, de préparation. Donc on n'a pas, théoriquement, pas le même travail en phase de prépa, j'estime qu'en phase de compétition classique. C'est-à-dire que la phase de prépa, moi, à cette époque-là, je découvrais le logiciel. Donc j'ai essayé des fenêtres de codif, ils m'ont montré. Et en fait, ils me fournissaient des choses, on va dire, assez abouties. Et moi, j'essayais de comprendre. Et en fait, après, j'ai pu lui fournir des fenêtres de codif, j'ai pu lui fournir des fenêtres de script. Donc en fait, j'ai pu lui fournir des choses que en fait, j'ai appris tout seul. Parce qu'il y a une partie qui est, on va dire, plutôt intuitive et rapidement compréhensible. Alors après, c'est sûr que j'ai pas les automatismes que certains ont pu suivre en formation. Ça, c'est même une évidence.
Mais en fait, à partir du moment où l'analyste trouve son compte dans le logiciel, c'est à partir de ce moment-là que j'estime que quelqu'un sait s'en servir. Si, c'est sûr que s'il ne sait pas faire certaines choses, oui, là, ça peut être complexe. Dans son fonctionnement, oui, ça peut être complexe. Mais sinon, non, former sur le tas, avec certains outils mis à disposition, puis honnêtement, même des vidéos YouTube qui t'apprennent des scripts parfois mieux que Hudl peuvent fournir, ou en tout cas qui te donnent des idées de scripts. Et ayant retravaillé dessus, c'était intéressant de savoir quelle possibilité pouvait y avoir de fenêtre de script, parce que c'est quelque chose qui est très libre, très enrichissant, notamment pour un projet de jeu, si on veut avoir des stats vraiment pertinentes, complexes, mais intéressantes. Et c'est bien d'essayer de, même à leur contact ou au contact de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, d'essayer de pousser la réflexion au maximum pour avoir quelque chose de plus abouti. Ok. Ouais. Alors, du coup, je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux, mais Hudl, tu l'utilisais dans le cadre de l'équipe première, tu ne l'utilisais pas dans le cadre du centre de formation. Si, je m'en servais pour les deux. Non. En fait, au tout début où je suis arrivé en stage, où c'était encore Furlan, donc on était encore en Ligue 2, j'utilisais Longo Match. Pour ceux qui connaissent, c'était assez fastidieux. Je réussissais à faire des stats. Faudrait que je regarde si j'ai toujours ça ici, ou je pense pas. De toute façon, c'était pas sur Mac, donc là je suis sur Mac. Mais non, j'avais des choses, c'était très fastidieux. Je prenais énormément de temps pour coder, faire la séquence individuelle, parce que je les faisais, et les stats individuelles. Honnêtement, j'essaie de retrouver ça. J'essaie de voir si je réussis à retrouver ça, mais c'était très très compliqué. Ok. Et du coup, tu utilises aussi en parallèle VO, ce que tu as dit, qui te séquençait déjà des parties de match. Non, pas du tout. En fait, avant, je filmais manuellement, c'est-à-dire que j'avais, en fait, j'avais simpement, quand je vais expliquer ça, en fait, un trépied, une caméra. Caméra, bien sûr. Et en fait, on va dire à l'ancienne. Et donc, moi, je m'occupe à filmer, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il neige, j'étais en dessous, avec ma petite caméra Sony. Pour pas citer de marque. Et en fait, VO, c'était simple, je l'installais. Et en fait, après, moi, je pouvais dire vaquer à mes occupations en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, je pouvais coder. Je mettais une table à côté et je codais. Donc, je gagnais un temps qui n'était pas du tout négligeable. Est-ce que pour ceux qui. Alors, on l'avait déjà fait sur le premier, rapidement, webinar. En quelques mots, est-ce que tu peux redéfinir pour ceux qui sont pas trop au fait de cette notion, ce que tu entends par tu codais? En soi, c'est l'une des grandes missions, l'une des missions de l'analyste, c'est-à-dire que quand un analyste regarde un match, que ce soit de son équipe ou de l'équipe adverse, le but du travail d'analyste, c'est de ressortir des choses, de ressortir des séquences. Parce qu'on analyse vidéo, donc on a surtout besoin de vidéo. Et en fait, pour ça, l'analyste se sert d'un logiciel de codage. En fait, le codage consiste à créer des séquences vidéo propres à certains aspects, qui sont libres à chaque analyste de les définir. Certains, ça peut être très général sur de l'animation off, de l'animation def, des CPA. D'autres vont être beaucoup plus précises dans le sens, ça va être, par exemple, au CPA, je veux voir tous les corners rentrants, tirés à droite. Certains veulent voir toutes les phases de transition, toutes les phases d'attaque placée, tous les dégagements. En fait, c'est ça, le codage, c'est la façon dont l'analyste va trier un match en quelque sorte, se servir du match. Donc chacun a sa méthode de codage. Certains se servent d'un codage qui est déjà tout fait parce que différents prestataires peuvent le fournir. Certains ont besoin de créer leur propre codage. Après, parfois, c'est juste une question d'appréhension. Mais voilà, la mission, c'est, on va dire, de créer des séquences. Ces séquences-là, ce codage-là peut aboutir à des stats. Donc ça fait un lien en fonction du logiciel utilisé. Il peut y avoir cette possibilité-là d'utiliser le codage pour avoir des stats. Donc ça fait gagner aussi un peu de temps, mais bon, il faut aussi être sûr que son codage est bon. Le but principal, ça reste quand même de pouvoir te séquencer la rencontre et que tu aies, toi, selon ce que tu cherches, évidemment, par rapport au projet de jeu, etc. Après le match, tu sais où est-ce que tu dois chercher à chaque fois. Ça permettait d'avoir un tri global. Je vais essayer de voir pour faire une petite capture d'écran, je ne sais pas si c'est possible. Si ça doit pouvoir se faire. Je vais essayer de retrouver un match. Je crois que j'ai toujours encore les matchs nuls de la saison passée. Je dis la saison passée parce que comme nous, on reprend lundi, donc nous, ça revient très très vite. Comme ça, vous pourrez voir un peu un exemple de codage qui est très très classique et comme certains
Faut que j'accepte différents paramètres. Donc, tu vois, je lis en même temps. D'habitude, on prend un peu les questions à la fin, mais là, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont intéressantes par rapport à la discussion. Et on a Thibaut Boismartin qui nous dit coder égale répartir les différentes séquences d'un match pour pouvoir les analyser ensuite. Pas forcément. Alors, j'estime que c'est différent. Je vais essayer de regarder un peu la question. Me dit Thibaut. C'est une des dernières. C'est la deuxième normalement qui apparaît. Ah oui, répartir les différentes séquences d'un match. En fait, le but du codage, c'est de créer ces séquences. En fait, c'est déjà la base. C'est de créer les séquences. Parfois, elles ne sont pas faites. Certains, comme j'ai dit, certains fournisseurs comme je ne pourrais pas partager mon écran malheureusement. Bref. Oui, en fait, certains fournisseurs vont fournir en fait, directement les séquences codées dans le logiciel de codage, comme Wescout peut le faire pour Hudl Sports Code. Ouais. Mais en fait, l'analyste va d'abord créer les séquences, et c'est au travers, après son travail de codage, qu'il va pouvoir les trier. C'est-à-dire répartir, j'ai une bêtise, voilà, tu as fait plein de séquences d'animation off. Alors c'est bien, mais c'est après avoir tout mis, pour ceux qui sont sur SportsCode, ou ceux qui connaissent, on peut les mettre dans un fichier qu'on appelle organisateur, et en fait on va avoir toutes ces séquences-là. Et c'est là où on va définir, ça va, ok, on sait que c'est animation off, c'est là où je peux la retrier. Me dire, ok, c'est plus de la transition ou de l'attaque placée, donc c'est à ce moment-là. Donc c'est encore un peu différent. Ok, super. Je pense qu'on a déjà quand même pas mal fait le tour de toutes les missions que tu pouvais avoir et que les gens qui quand même bien compris. Il y a un point qu'on voulait aborder, on en discutait en plus avant ça avec Kevin, c'est l'importance de tes études, de ton parcours sur ce que tu fais maintenant, et notamment sur l'aspect cognitif. Cette notion du cognitif, est-ce que ça t'apporte vraiment des éléments concrets et ça t'aide finalement dans tes tâches au quotidien, là, dans ce que tu fais maintenant, tout simplement? Alors en soi, je pense que mon parcours à moi est surtout utile pour un analyste de centre de formation. Pour être honnête, là j'ai des cours de nouvelles technologies, j'ai eu des cours de nouvelles technologies, j'ai eu des cours on va dire de psychologie du sport, donc c'est lié aussi à la psychologie cognitive, pour en fait définir, pour travailler sur la prise de décision, pour travailler sur les notions de connaissances partagées. En soi, la notion de connaissance partagée, c'est le but d'un projet de jeu. Un projet de jeu, il faut que tout le monde le connaisse. Si tout le monde le connaît, normalement, le match est plus facile. Donc en fait, voilà, toutes ces notions-là tournent autour, en tout cas, à ma vision, en tout cas à mon niveau, la psychologie cognitive tourne autour de l'apprentissage. À partir du moment, apprentissage, qui dit apprentissage, dit formation. Donc, on va dire, j'ai des outils qui permettent de développer l'apprentissage chez le footballeur. Un footballeur qui est jeune est plus à même d'apprendre des choses, ça c'est pas forcément nouveau. Un footballeur professionnel qui a vécu déjà sa formation et différents clubs peut avoir plus de difficultés à apprendre des choses. Donc mes outils ne sont pas forcément les mêmes, en tout cas ne sont pas forcément les bons, en sachant que la marge de manœuvre entre un centre de formation où on a un peu de liberté, le but c'est de faire progresser les joueurs. En groupe professionnel, c'est beaucoup plus compliqué, il y a différents enjeux, différentes aussi, comment je peux dire ça, préjugés en quelque sorte, par rapport à tout ce qui peut être scientifique. Et puis, on va dire, le groupe professionnel, on cherche la performance. Pour une équipe comme nous, comme Brest, qui joue on va dire, en soi le maintien toutes les saisons, à moins qu'une saison se passe bien, mais de base, on jouera toujours le maintien. On cherche surtout à avoir la performance dès le premier match de championnat. Les équipes cherchent à l'avoir plus tard, mais nous, en fait, on cherche à être plus performant tout de suite. Alors, c'est sûr que mon rôle d'un point de vue cognitif peut être intéressant sur l'aspect cognitif, peut être intéressant en phase de prépa pour des nouveaux joueurs qui arrivent, mais ça, souvent, les staffs en sont conscients sur le fait de présenter le projet de jeu. C'est une approche déjà cognitive qui est très basique. Rien que j'ai une bêtise, un PowerPoint avec l'écriture des principes, etc. et une séquence vidéo qui l'illustre. Oui, ça peut être une base d'apprentissage, mais il y a d'autres outils pour le faire. On peut parler d'entraînement vidéo. Ça, c'est une notion, je ne sais pas si on reviendra peut-être après dessus. L'entraînement vidéo, une chose que je pense que pas mal de gens connaissent, qui peut se faire à tout niveau, même amateur, c'est le retour vidéo. En anglais, on appelle ça un feedback. C'est un terme un peu... Voilà, mais voilà, c'est le fait de faire un retour. Après, il faut savoir que il y a des différences entre faire un feedback, ce qu'on appelle différé, un feedback d'après-match, un retour d'après-match le lendemain ou sur le lendemain. C'est une différence entre le faire là et le faire à l'instantané. L'instantané, on peut le faire uniquement qu'en entraînement. C'est-à-dire, il y a une séquence de jeu qui se passe, on voit quelque chose qui se passe, on la coupe, on rassemble tout le monde, on montre une séquence vidéo.
c'est encore différent. L'apprentissage, la façon de l'apporter, la pédagogie à adopter n'est normalement pas la même en fonction des objectifs souhaités. Après, je vous parle de ça, ça fait longtemps que je suis plus dedans et il faudrait que je me replonge dedans. Mais J'ai une question. Est-ce que finalement, en fait, j'ai une intervention qui me revient en tête de Bernard Blacard. Ça doit te parler forcément. Entraîneur qui était entraîneur de Nîmes, je crois. Et alors, entraîneur de Nîmes, mais surtout avant, qui lui est plutôt un formateur, qui a été responsable de centre de formation à Grenoble, à Tours, à Nîmes, etc. Et qui a donc cette double casquette parce qu'il n'était pas destiné à prendre l'équipe professionnelle avant de prendre Nîmes, et qui lui disait il n'y a pas d'âge pour faire progresser un joueur, mais dans le football professionnel, on manque de temps. Est-ce que finalement, ça rejoint ce que tu dis dans le sens où, vu que la performance est un peu plus immédiate, que ce soit pour le coach, pour l'analyste, etc., finalement, ce n'est pas le manque de temps plutôt que l'âge du joueur qui joue dans cet aspect-là? En fait, il y a aussi l'évolution, pas dire la mentalité, mais un jeune en centre de formation, il veut apprendre pour atteindre l'objectif d'être professionnel. Un joueur qui est professionnel, s'il joue, je pense qu'il ne se dira pas, il faut encore que je cherche à progresser. Certains ont la mentalité, d'autres pas forcément. Mais l'âge, pour moi, a cette incidence par le fait que les joueurs ont parfois aussi d'autres priorités, dans le sens où certains joueurs vont être très axés, et je parle de joueurs, mais même je parle de staff, à la performance athlétique. Il faut savoir que les performances athlétiques se développent d'année en année pour être de plus en plus performants. La dominante athlétique est très très importante et fait souvent des différences dans le match. Donc je pense que oui, l'âge, ouais. Le temps, je dirais oui et non, dans le sens où il y a beaucoup de groupes professionnels ou d'équipes professionnelles qui s'entraînent en règle générale le matin, fait une séance par jour, voire double de temps en temps. Donc après, est-ce qu'il n'y a pas le souhait de ne pas trop surcharger les joueurs pour pas qu'il y ait trop de gêne? Peut-être. Le temps, je pense que c'est pas forcément la raison, parce que certains coachs, comme j'ai dit, font une séance par jour. Rien n'empêche de faire revenir l'après-midi pour faire travailler autre chose, ce que certains font en individuel. Mais non, je dirais pas forcément le temps. Le temps, en certaines périodes, oui, c'est très compliqué. Et par contre, le seul problème, c'est la performance immédiate qui est recherchée avec l'équipe professionnelle. On ne peut pas, on va dire, se permettre de faire un protocole long qui pourrait entacher ou empêcher de faire d'autres tâches qui peuvent être plus importantes. Par exemple, métier, comme j'ai dit, du travail physique. Il y a beaucoup de coachs qui préfèrent faire un travail physique qui est vraiment nécessaire pour un joueur plutôt qu'un travail tactique. Il y aura une priorité sur le travail physique, ce qui paraît normal pour le renforcement musculaire, etc. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec le terme de temps. Il y en a, je pense. Après, c'est juste une appréhension, une inconnue, qui fait que il y a peut-être cette réticence-là. Et qu'une fois lancé, voilà, il y a, on va dire, une certaine routine qui s'installe. Et la casser, il peut y avoir une peur en fonction de la dynamique qui peut peut-être c'est certaines croyances. Est-ce que aussi il n'y a pas un problème, c'est pas un problème, mais une donnée à prendre en compte sur les moyens humains, parce que toi, par exemple, cette année, tu étais l'unique analyse vidéo à Brest, c'est ça? Oui. Voilà. Est-ce que dans un staff professionnel ou on va dire que dans un autre club, je dis une bêtise, mais le club a 3 analystes, est-ce que le fait d'avoir plus d'analystes peut te permettre d'avoir un analyste qui va être plutôt dédié à ces tâches-là, par exemple? En soi, oui. Pour être honnête, oui, c'est sûr que un analyste, dès lors qu'il a du temps, il peut faire plus de choses. Donc plus on en est, on va dire, plus on est d'analystes, plus on est heureux, on est fou, on a des choses à faire. Donc en soi, oui, ça peut être quelque chose. Après, je pense que il y a des choses qui sont faisables, dans le sens où si, en fonction du staff, s'il y a 1, 2, 3 adjoints en fonction des clubs, si les adjoints sont sensibles à ça, et qu'ils aient un minimum de maîtrise, comme ça arrive dans des staffs que certains adjoints utilisent Sports Code pour faire un peu de codage pour eux, pour les joueurs, bah, s'ils sont sensibilisés à ça, je pense que c'est des choses qui sont faisables. Après, tout revient en fait un peu à l'âge, c'est-à-dire qu'il faudrait apprendre à des adjoints qui ont été joueurs, qui sont devenus, qui ont passé la retraite, etc., à essayer de changer des pédagogies qu'eux ont toujours connues étant joueurs, à des choses qui sont nouveaux, c'est scientifique, donc quelle fiabilité ils peuvent y accorder. Donc il y a cette notion de croyance qui peut rentrer en compte. Mais c'est sûr que plus il y a d'analystes qui sont sensibles à ça, plus c'est possible. Mais tout dépendra toujours et tout ça de l'accord du staff à cette volonté de s'étaler sur cet aspect-là.
Mais oui, c'est sûr que plus il y a d'analystes, plus on peut faire de choses et plus on peut aller loin dans différents aspects. Ça rejoint une question qui va être posée, qui est intéressante. C'est, alors, tu n'as entre guillemets qu'une expérience dans un seul club, donc c'est peut-être difficile pour toi, mais tu dois avoir une vision un peu plus globale parce que tu connais un petit peu de monde dans ce secteur-là. La question de Jérôme qui demande quelle est l'importance d'un analyste ou d'un ou des analystes au sein d'un club. Comment ils sont promus, comment ils sont vus. Voilà. Est-ce qu'ils sont au même niveau, je ne sais pas, en termes de hiérarchie que des recruteurs? Est-ce qu'il y a une hiérarchie déjà? Alors, Mais pour le coup, avant que tu répondes, je te donne une piste de réponse possible parce que c'est un point qu'on a abordé avec Maxime Flamand dans la masterclass. Parce que lui, ça fait peut-être 10 ans qu'il travaille avec Olivier Dalloglio. Et donc, il nous expliquait que lui avait une vraie place dans le staff, etc. Mais ce n'était pas le cas de partout. Pardon. Non, là-dessus, je suis d'accord avec Maxime, c'est que je dirais qu'il existe deux types déjà d'analystes, en règle générale, en termes de, pas dire contractuel, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a les analystes souvent de club, comme je suis, c'est-à-dire que moi, je suis rattaché au club, et il y a les analystes, on va dire, plus de staff, de coach. L'image de Maxime, Maxime est rattaché à Dalloglio, comme ont pu l'être d'autres analystes. Et c'est-à-dire que la point de vue reconnaissance, c'est pas la même. On va dire l'analyste arrive en tant que le coach. C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'il a peut-être plus une place en tant que, je dirais plus d'adjoint, sûrement, parce que il a une maîtrise, le coach, il accorde pas dire plus d'importance, mais une certaine confiance sur ses connaissances, sur ce qu'il connaît et ce qu'il veut le coach. Donc oui, je pense qu'il a un rôle plus d'adjoint. Pour les analystes de club, je pense que ça varie beaucoup. C'est déjà de base un outil, en quelque sorte, parce que l'analyste est censé maîtriser pas mal de choses d'un point de vue déjà codage, il doit avoir des connaissances, et il a surtout un œil, que ce soit dans tous les cas pour un analyste de coach ou de club, il a un œil. Donc ça, c'est déjà une chose qui est commune, mais par contre, c'est sûr que la considération, la place, on est surtout un outil. On est là pour le staff, pour le coach, on est là pour répondre aux différentes demandes. C'est sûr que quand un coach arrive, on a une période de découverte, d'attente, on a besoin de se nourrir que ce que le coach va nous donner en quelque sorte, pour qu'on puisse construire notre travail. Donc c'est sûr qu'on arrive un peu, après il commence à y avoir un peu de proximité qui se crée en fonction des besoins du coach. Il y a des coachs où on peut être très proche parce qu'ils nous demandent énormément de vidéos. Il y en a d'autres, au contraire, ça peut ne pas du tout en être. Ils peuvent quasiment pas nous parler, voire quasiment être qu'avec les adjoints. Donc en fait, la place, je pense, un analyste de coach sera souvent plus considéré, peut-être, qu'un analyste de club, à moins, soit quand ils arrivent. Là, peut-être, je dis pas ça, peut-être qu'en dans 10 ans, est-ce que, je vais dire, est-ce que j'aurais une place qui pourrait se dire comme étant plus importante pour moi? Peut-être que je souhaiterais évoluer et plus être simplement analyste. Peut-être, mais voilà. Quand l'analyste arrive, quand il arrive avec le coach, il y a toujours une notion, une visibilité qui est différente. Ça, oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça peut être pour l'analyste de club, plutôt, par exemple, donc ce qui est plutôt ton cas pour l'instant, parce que toi, tu as choisi à Brest, peu importe le coach. Est-ce que ça peut être une difficulté quand tu as un changement de coach, si tu as un coach qui a à certains niveaux, pour tout, des idées complètement différentes de celui d'avant et qui peuvent être complètement différentes. Des tiennes aussi. Oui, c'est ça. En soi, un projet de jeu en tête, un style de jeu. On disait que tu disais à juste titre que l'analyste il a un œil, donc c'est forcément tu as une sensibilité football quelque part, et que parfois tu peux ne pas avoir forcément la même que le nouveau coach qui arrive. Est-ce que ça peut être parfois un problème? Comment tu arrives à je pense la plus grosse difficulté, ce cas-là, serait, imaginons si un analyste de coach restait dans un club et il y avait un changement de coach. La plus grosse difficulté, pour moi, ce serait pour l'analyste comme ça. Parce que cet analyste-là, exemple par exemple de Max, comme il a été 10 ans avec Dalloglio, il connaît par cœur le projet de jeu. Et là, se dire qu'il faut qu'il travaille peut-être sur un autre projet, oui, ça peut peut-être être plus dur. Après, je dis ça, peut-être pas du tout, mais en tant que, pour l'avoir fait, pour l'avoir vécu, comme nous, Dardakarian n'a pas été conservé à la mi-octobre, donc il y a eu une intérim et l'arrivée du coach Roy. Donc, j'ai la difficulté non, parce que c'est aussi de devoir d'analyste de s'adapter. Il y a des idées qui étaient mises en place. Faut pas dire qu'on met tout à la poubelle et on recommence, mais
En fait, c'est s'adapter. C'est-à-dire que l'intérim, c'est aussi, on va dire, en quelque sorte, au coach de mettre les choses au clair dès le début. Si, on va dire, en arrivant, il dit, moi, mes principes sont ça, ça, ça et ça, ok. Là, moi, on va dire, j'ai un tableau, je me note cette idée-là, et je sais qu'à partir de là, tout ce que je fais, après, il y a une phase de réadaptation dans les process de travail qui est évidente, parce qu'on ne travaille pas forcément de la même façon. Il y a des idées qu'on pouvait garder, qu'on ne gardera pas, et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, en fait, on est obligé de se réadapter. Donc, pour moi, en analyse de club, je trouve que c'est pas une difficulté d'avoir ce changement-là, dans le sens où, après, c'est sûr que ça doit faire drôle au début. C'est drôle, hein, drôle. Vraiment, c'est bizarre au début, parce qu'il faut se réadapter. On se pose des questions, savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont communes. Souvent, le codage peut être en règle générale commun sur par exemple l'adversaire. Ça peut ne pas évoluer. Et encore, certains codages sont très très basiques, certains vont avoir un codage plus poussé. Donc souvent la difficulté, ça peut être les premiers matchs. Souvent, comme le changement de coach peut arriver en cours de saison, comme ça a été le cas pour beaucoup de clubs cette saison, ça peut être il y a des 1, 2, 3 matchs, on va dire, d'adaptation pour l'analyste. Parce que l'analyste est habitué à, comme vous dites, à avoir certaines demandes qui sont telles qu'ils sont par rapport à certains principes. Et le nouveau coach ne veut pas les faire de cette façon-là. Donc en fait, c'est discussion. Après, les coachs et les staffs savent qu'il y a une certaine habitude de travail. On est notamment, nous, dans notre travail, qu'on est très focalisé, que parfois, oui, on a besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Mais à la fin, en fait, on réussit à combler et puis on réussit à avancer. Donc non, c'est pas forcément gênant, je trouve. En fait, je trouve que c'est plus de l'apprentissage qu'autre chose. On découvre des choses, d'autres visions, d'autres façons de faire. Ça doit être passionnant, effectivement. Tu découvres d'autres manières de travailler, d'autres personnalités. Ça te permet toi aussi de t'améliorer. C'est forcément intéressant. On a une question, du coup, au sein de toutes les personnes qui s'intéressent à l'analyse vidéo et éventuellement intégrer une formation comme la nôtre. La question, c'est, pour la résumer, quelle est la part de responsabilité dans les prises de décision d'un analyste vidéo, justement sur un projet de jeu? Comment tu pourrais niveler si je consulterai à 50-50 avec le coach, comment toi, ton œil, ton analyse va pouvoir intégrer le projet de jeu du coach et comment tu nivelles ça? Comment je pourrais dire ça? En soi, ça revient un peu à la place qu'a l'analyste. Analyste de coach a une certaine connaissance du coach et en général, souvent, il peut y avoir plus rarement, et c'est pour ça que c'est le principe d'avoir un analyste propre à un coach, moins rarement de débat. C'est-à-dire qu'on sait que ça, c'est ça, noir, c'est noir et bleu, c'est bleu, par exemple. Quand peut y avoir des mésententes, dans tous les cas, de toute façon, on va dire que le coach a raison, mais c'est le coach, c'est le décideur, c'est pas dire le patron, mais voilà, c'est le coach. Bref. Donc c'est-à-dire que si moi, par exemple, je vois des choses que je trouve différentes que ce que eux peuvent voir, je vais tout simplement leur proposer. Je leur montrer et dire ça, j'estime que c'est pas en rapport avec nos principes. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfois ils vont dire oui, mais non. On va pas être forcément d'accord. En fait, c'est la place là-dessus, c'est surtout l'analyse de proposer et de commencer à connaître un peu le staff. C'est-à-dire que parfois on va proposer des choses qu'on estime être mauvaises par rapport à un principe qui n'est pas respecté, mais ils vont faire le lien à des choses qui sont un peu plus au-delà de la vision purement tactique. Okay. Il faut mettre en relation des choses. C'est-à-dire qu'il faut mettre en relation, ok, il y a cette séquence-là, mais ce qu'on ne voit pas sur cette séquence-là, au travers du codage, c'est pour ça que le codage peut être important de bien regarder ça, dire tête à plat, que par exemple, un joueur, il ne s'est pas bien replacé, mince, ouais, mais avant, on n'a pas vu qu'il a fait un sprint de 70 mètres. Il faut aussi prendre des choses en connaissance, dire que, ok, un joueur ne peut pas gagner tous ses duels, un joueur ne peut pas dribbler tout le monde, un joueur ne peut pas tirer à lucarne, donc il y a des choses qu'il faut accepter, il y a des choses qui relèvent aussi du niveau des joueurs, et que d'un point de vue tactique, ça a un impact. Alors oui, c'est sûr, l'analyste a cet œil-là pour voir des choses que le staff n'a pas forcément vues, qui vont accepter ou non, dans le sens accepter, se dire ah oui, ça peut être intéressant, et éventuellement les montrer en retour. On peut proposer des séquences sur une animation dev qui s'est mal déroulée, donc il faut que tout le monde se replace pour pouvoir mettre les choses en place. Mais c'est le rôle aussi du staff, au travers de discussions, ça amène souvent des débats. Si c'est vraiment contradictoire par rapport à un principe, ça va amener un débat entre le coach ou les adjoints. Et s'ils sont d'accord, si on voit en plus si l'analyste voit qu'il n'y a pas de débat entre eux, que c'est chose à clair, donc c'est-à-dire qu'il faut à l'analyste de comprendre que ça peut être un principe, mais ça peut être, on va dire, une variante, mais c'est quelque chose qui est toléré. Donc après, quand on sait que ça se reproduit et qu'eux en parlent, on peut confirmer la chose, mais c'est aussi à nous de dire, ok, il y a une certaine tolérance,
Donc il faut essayer d'aller chercher autre chose pour essayer de soucier de trouver éventuellement tous les failles, toutes les tolérances qu'ils peuvent avoir par rapport au principe, au projet de jeu. Parce qu'il y a évidemment toutes des adaptations que des joueurs peuvent avoir en plein match, où la tactique prévue peut ne rien avoir à voir avec ça. Un joueur qui commence à faire une percée balle au pied, va y avoir une réadaptation de différentes lignes pour essayer de combler, on va dire, la paire de balles, etc. Et ça, moi, sur le principe de jeu, sur les principes, c'est pas forcément prévu. Ça paraît logique, mais c'est pas forcément prévu. Et ça, on peut pas dire, ah bah non, il fallait pas. Mais s'il fait ça et qu'il marque derrière, on lui dira quand même bien joué, même si c'était pas, on ne voulait pas. Mais bon. Donc en fait, c'est surtout une question de débat, même si on sait que de toute façon, le dernier mot, c'est le coach qui l'a. Mais voilà, c'est notre rôle aussi de, si on voit une petite chose pas trop gênante, bon, on peut éventuellement parler à un adjoint discrètement, mais si on voit quelque chose qui est flagrant, s'il y a l'occasion d'être avec le coach, de lui parler de ça, pour voir rien que son ressenti. Pour savoir si lui, c'est quelque chose qu'il avait vu, est-ce que c'est quelque chose qui le dérange en termes de principe ou non. Est-ce que toi, c'est une question je trouve intéressante et en plus qui a été posée. On a Jérôme là qui nous disait quelle doit être ta limite quand tu fais les réunions avec les joueurs pour ne pas parler à la place du coach. Eric Bompard avait dit un analyste doit rester à sa place. Ouais, Je te vois sourire, je te laisse y aller. Non, c'est voilà, je sais que il y a des analystes qui peuvent être très à l'aise avec les joueurs. Okay. Après, j'estime que souvent les analystes qui sont plus à l'aise avec les joueurs afin de parler tactique, je parle vraiment purement de parler de travail, peuvent être plus à même d'aller parler à des joueurs. Moi, dans mon rôle, je ne parle à aucun moment tactique avec les joueurs. C'est pas mon rôle. Moi, mes relais, ce sont le coach, les adjoints, ou entraîneur des gardiens, par exemple, ou même, on va dire, leur staff en général. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, de la saison, d'un match ou d'un entraînement, je vais dire à un gars, ah non, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Moi, si je vois ça, je vais dire à l'adjoint, ah bah ça, non, c'est pas à lui de faire ça. Et c'est à lui qui doit dire, avec mon œil, il va se dire, ok, oui, non, ouais, t'as raison, ou pas. Mais moi, le seul moment où je parle aux joueurs, c'est pour faire raconter des blagues ou quoi que ce soit. Mais ça c'est une. Est-ce que c'est. Alors, sans rentrer dans des détails, on n'est pas là pour tout dévoiler, mais est-ce que c'est une volonté de fonctionnement générale? Est-ce que c'est plutôt toi, de manière personnelle, qui préfère faire comme ça? C'est quoi la. Je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire, je vois des choses. Alors, c'est sûr que parfois, ils peuvent me poser une question sur un joueur adverse. Hein. Okay. Comment il est, etc. Je peux en parler là-dessus, c'est pas forcément un souci. Mais sur une façon de voir une situation de jeu, je sais que moi, personnellement, je ne veux pas leur en parler en face. Je préfère en parler avec un adjoint, parce que c'est toujours le problème dans un staff, c'est d'avoir différents discours. Plus il y a de discours, plus il y a des différentes façons de comprendre les choses. Et le but d'un analyste, c'est pas de rajouter de la difficulté à ça pour les joueurs. Il y a déjà énormément d'infos que nous, on doit véhiculer au travers du staff. Si en plus de ça, le staff dit une chose qui peut être un peu différente, et que moi après je dis encore le contraire, et si encore quelqu'un dit quelque chose au contraire, le but c'est qu'on puisse rester, ou en tout cas donner la même idée aux joueurs. Donc, plus il y a de canaux de communication différents, plus ça peut être un frein pour eux et pour leur performance. Donc le but c'est que ce soit uniformisé. Voilà, c'est-à-dire que moi mon rôle c'est d'analyser l'adversaire, d'analyser notre performance, pour en faire un retour au staff. Après, c'est sûr que voilà, s'il y a un joueur de façon décontractée me demande comment j'ai trouvé le match, je vais dire, je trouve oui, bien ou moins bien. Mais après, je vais parler plus de fait de jeu. Dire, ah, dommage qu'il ait raté cette action, mais sans parler tactique. Parce que ce n'est pas mon rôle de leur donner. C'est sûr que j'aimerais bien dire, bah oui, t'aurais dû marquer. Mais ça, c'est évident. Mais non, mon rôle de dire, ah, t'aurais dû être un peu plus intérieur parce qu'il y a ça, etc. Non, c'est pas mon rôle. D'accord. Et donc, alors je ne sais pas si ça arrive, mais même si un joueur, par exemple, vient te voir de manière spontanée, je ne sais pas si ça arrive ou pas, si un joueur vient te voir de manière spontanée, tu vas quand même rester, alors vous allez pouvoir discuter, mais tu vas quand même rester assez évasif sur la. Je reste neutre. S'il me demande qu'est-ce que j'ai pensé de ça, honnêtement, je dirais, ah, je sais pas. Honnêtement, je ne donnerai pas mon avis là-dessus parce que c'est pas moi donner, c'est pas ma place. D'accord. Comme en soi, comme disait donc là Jérôme, un analyste doit être à sa place. Si c'est un analyste qui est adjoint, c'est différent. Si c'est un adjoint donc qui est en charge de la vidéo, c'est totalement différent parce que c'est un adjoint. Là, un analyste simple, à moins que le coach l'autorise, etc. Pour moi, voilà, il doit donner ses infos au reste du staff. Même si un joueur vient le voir on va dire en frontal, juste pour discuter par rapport à une séquence,
après, les joueurs parfois parlent pas forcément tactique. Dans ces cas-là, soit ils vont voir directement un adjoint pour régler, puis voilà, ils savent que c'est une autorité au-dessus. Voilà. Au pire, ils viendront me voir pour voir une séquence, ce qui est pas trop étonnant. Mais non, moi, de toute façon, je sais que j'orienterai directement de base plus sur les adjoints pour éviter d'embêter directement le coach. Mais voilà, je les orienterai vers le staff technique. C'est intéressant parce que dans la formation, on avait aussi fait une masterclass avec Luan Schlich, qui lui est analyste à Montréal en MLS. Et il y avait un fonctionnement encore différent. Alors lui, de manière personnelle, il appréciait énormément de pouvoir faire des retours directement aux joueurs, etc. Et justement, ça rejoint un peu ce que tu disais, il a plus un rôle d'adjoint finalement. C'est ça. Après, c'est sûr que Voilà. c'est enrichissant, je pense, hein, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, c'est pour ça, de pouvoir faire un retour aux joueurs par rapport à la performance. C'est sûr que oui, c'est quelque chose qui doit être très enrichissant pour soi de pouvoir s'exprimer dessus. Mais étant donné mon âge, étant donné que j'ai le même âge que les joueurs, pour la plupart parce que je suis de 96, étant donné que j'ai leur même âge, etc., il y a aussi une question de crédibilité. Alors certes, voilà, certains ils me connaissent, certains on rigole bien, je sais pas comment ils me voient, mais je pense que certains, je pourrais leur faire passer le message, ça j'en suis quasiment sûr pour certains aspects tactiques. Mais à côté de ça, je vais pas prendre la place, et c'est pas mon rôle d'un adjoint que de donner ces consignes-là. Oui, puis oui, je comprends ce que tu dis. Tu vas pas expliquer à un buteur de 33 ans comment marquer un but, on est bien Non, d'accord. ou comment il doit partir en profondeur, comment il doit plonger dans la surface. Non, c'est pas mon rôle. Et puis, quelle légitimité j'ai à ça? J'étais latéral en plus, donc c'est pas utile. Bah écoute, top. Bon, ça me permet vraiment d'avoir une super idée. On a beaucoup de questions justement qu'on te pose là et qui nous sont nous posées au quotidien, que ce soit à Kevin ou à moi, pour les personnes qui souhaitent intégrer une formation comme la nôtre ou qui sont déjà et qui envisagent d'en faire leur métier. Justement, pour avoir ta vision là-dessus, quel avenir tu vois à ce métier? Est-ce que déjà, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'on est quand même assez en retard en France là-dessus. Quand on voit d'autres pays européens ou non qui sont quand même assez structurés, je pense qu'on a quand même quelques années de retard. Tu estimes qu'on va le rattraper, ce retard, qu'on est encore un peu à la traîne? Du retard, oui, bon, ça c'est évident. C'est vrai que tu le penses, je sais pas. Non, c'est sûr. Du retard dans certaines façons de fonctionner. Alors après, il y a aussi certaines notions peut-être de. Comment je peux définir ça? On sait qu'en Angleterre, ils sont. Allez, je ne sais combien d'analystes pour une équipe, même pour les centres de formation, ils sont très nombreux. En Espagne, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ça dépend des clubs. Pour avoir joué contre différents clubs, c'est surtout l'Angleterre qui en avance. Peut-être l'Allemagne aussi. Mais c'est sûr que oui, ils sont très nombreux. Mais ça dépend aussi de le niveau de complexité que ce que cherchent à mettre en place ces équipes. C'est-à-dire que, comment je peux définir ça? C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'analystes que le travail sera forcément meilleur. Alors, ça peut être plus pratique pour certains clubs d'avoir des process bien poussés, etc. Mais la grosse difficulté de l'analyste, et même du staff en général, c'est de transmettre un message. S'il faut être 15 pour transmettre un message, ça fait beaucoup de monde pour un seul message, mais s'il y a 2 ou 3, ça suffit. Après, en fait, tout dépend des joueurs. Parfois, des joueurs ont une certaine capacité d'apprentissage à court terme, notamment pour les matchs, pour définir l'adversaire, etc. Donc, c'est sûr qu'être plus nombreux pour donner pas mal d'informations, c'est intéressant. Après, pour ça, je suis quand même mitigé. On a du retard, oui, parce qu'ils ont souvent des process que je ne connais pas, qui sont bien plus petits. Ils ont beaucoup plus de tâches à faire, même dans les centres de formation beaucoup plus poussés. Ça peut se voir au travers du nombre de joueurs pros qui peuvent sortir des différents clubs, etc. Même de leur performance en compétition, que ce soit nationale ou internationale. Mais je pense que le nombre, parfois, est peut-être exagéré pour certains clubs. Parce que parfois, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire à être aussi nombreux. Parce que quand je vois des clubs comme nous ou comme d'autres, où on réussit à faire le travail et à gagner des matchs, parfois contre des équipes où ils sont 4-5 analystes, je ne vais pas dire qu'un analyste ne fait pas gagner un match, ça par contre c'est une évidence, c'est le joueur. Donc ça aussi, mais être aussi nombreux, à moins que je découvre les process, et je pourrais être d'accord sur certains aspects de l'intérêt d'être aussi nombreux, mais en soi, recruter 2 années supplémentaires ne fera pas forcément gagner des matchs. Donc je suis peut-être un peu plus mitigé sur cet aspect-là, d'être aussi nombreux, ce qui est vraiment un besoin. Pour moi, c'est la volonté d'un club, la volonté d'un coach. Mais dans ces cas-là, je me demande qu'est-ce qu'ils font à force. Parce que sinon, c'est sûr que s'ils respectent par contre les 35 heures, c'est un peu. Je peux comprendre.
C'est ça le problème. Tu fais une bonne transition parce que je voulais rebondir sur une double question. On avait tout à l'heure Maxime Oswald qui demandait est-ce qu'il y a des heures de travail fixes pour un analyste dans un club? Alors moi, je rajouterais, parce que tu avais commencé à en parler tout à l'heure, surtout là, on est sur une période de préparation. Je ne sais pas à quel point, à quel moment vous allez reprendre le chemin des pelouses, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu donc déjà de cette question des heures fixes de travail et de tes missions, un peu de ce qui se passe dans cette période d'entre-deux à la fin de la saison et pour la préparation? En soi, moi, on m'a toujours dit, et en soi, c'est ce que j'ai compris, sur le contrat, il y a un certain nombre d'heures. Dans la réalité, le travail doit être fait. C'est-à-dire que donc moi, j'ai un contrat de 35 heures. Si je dois faire le boulot si je peux faire le boulot en 20 heures, bah, tant mieux pour moi. Si je dois faire le boulot en 50, bah, c'est mon problème. C'est-à-dire que de base, voilà, bien sûr que les analystes doivent être présents déjà pendant tous les séances d'entraînement. Certains coachs voudront les filmer, d'autres non. Ça dépend de chacun. Parce que donc, le fait de filmer des séances ne permet pas de travailler à côté. Bref. Et souvent, en fait, quand on a la séance le matin, l'après-midi, ils sont consacrés à, si la séance a été filmée, travailler un peu sur la séance, mais aussi peut-être regarder un peu l'adversaire, regarder un peu notre match, aussi peut-être travailler sur certains process de travail qui ont besoin d'être corrigés, certaines datas. Je pourrais faire une liste assez longue. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc en soi, l'analyse va trouver son temps et essayer de l'articuler. C'est-à-dire qu'il y a des priorités. Travailler sur le match qui est passé, travailler pour le match qui est à venir, travailler aux demandes du staff, ce sont, je pense, déjà les 3 priorités. Après, si en tant qu'analyste, il y a aussi un certain devoir pas dire d'apprentissage, mais de mise à jour. On va appeler ça mise à jour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait aussi une certaine volonté de développer un œil, de continuer à développer un œil, donc de regarder des choses un peu à droite à gauche. Donc ça, après, c'est plus de notre ressort, on va dire plus personnel. Mais ça fait partie un peu en lien de notre métier. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si j'ai oublié une partie. Non, tu as pas mal répondu à la question. Après, je pense qu'en termes d'heures fixes, par exemple, toi, dans ton cas présent, tu nous expliquais que tu faisais les déplacements aussi. Ouais, après, honnêtement, si je devais compter les déplacements comme du travail, Donc, en soi, par exemple, un déplacement, on part, grosso modo, on doit, étant donné qu'on habite au bout du monde, on prend souvent l'avion. On doit souvent partir pour un match à 15h, le samedi à 17h. On prend l'avion pour aller aux 4 coins de la France. Et on rentre le dimanche soir aux alentours, match à 15, enfin 17, on part à 18. Ouais, on doit arriver aux alentours des 20h, 21h. Si je devais compter quasiment plus de 24 heures. Mais bon, ça en soi, personnellement, et étant dans le milieu, et puis on va dire que c'est quelque chose que les gens doivent prendre en compte, c'est un analyste a une mission qui est très chronophage et en soi, un analyste ne compte pas son temps. C'est-à-dire que ça fait partie du métier. Oui, il y a beaucoup d'heures. Oui, parfois, on n'est pas payé à la hauteur de si on veut vraiment compter nos heures et avoir le taux horaire, c'est pas forcément ça. Mais à côté de ça, on a un métier formidable. Donc, oui, par contre, le nombre d'heures, c'est sur un papier. Après, si tu réussis à faire le boulot qu'il faut, c'est très bien. T'as pas les week-ends. Soit t'as aucun week-end. Quand t'en as un, t'es bien content. Parfois, on va te donner 2 jours. Tu savais pas, mais on va te donner 2 jours. Et c'est sûr que je pense à ça à la période de transition entre fin de saison et tout. Souvent, en tout cas pour nous, en tout cas pour moi, on a souvent une coupure qui est assez longue parce qu'on n'a qu'une seule période de congé. 2, franchement, parce on peut avoir quelques jours à Noël. On n'a pas eu la saison passée, mais c'était particulier, donc je ne reviens pas trop sur ce sujet. Mais globalement, on a 4 semaines au mois de juin. On a, à partir du dernier match, donc nous on a joué Rennes, à partir du soir après match, on a été libre. Et là, on reprend lundi. Donc voilà, on avait 4 semaines, et à partir de là, faut se dire qu'on n'a pas eu un moment vraiment de coupure, parce que même on a un jour de repos. Nous, le jour de repos, globalement, c'était lundi. Mais en tant qu'analyste, moi, avoir un jour de repos où je ne fais rien, moi je suis perdu. Je ne vais pas dire que je suis perdu, mais je suis à la bourre. C'est-à-dire que moi, le jour de repos, je mets à jour mes bases de données, je retravaille notre match, je prépare un peu les matchs adverses, je prépare mes tableaux. En fait, dans tout ça, je travaille. Donc, en fait, le jour de repos n'est pas forcément le jour de repos. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'un analyste, c'est ce qui peut être un peu dur, c'est qu'en fait, on est à fond toute la saison, on n'arrête jamais. Et en fait, d'un moment à un autre, hop, ça s'arrête. Et on a 4 semaines de vacances où on est tranquille. Et ça permet à, on va dire, à tout à chacun, tous ceux qui peuvent travailler dans le monde professionnel avec un staff technique, en fait, là, on coupe.
Donc on profite de se couper la tête. Personnellement, je suis parti à l'étranger et puis après, je profite un peu de ma famille. Et puis après, à un moment, on a juste envie de reprendre, de repartir au boulot. Donc, Ça démange. Ça à démange. force, ouais, on a envie d'y aller. Ouais, c'est sûr. Ce que j'entends dans ton discours, et ce qu'on, je pense, on dit aussi à tous nos aspirants analystes vidéo, il y a une notion qui est hyper importante dans le métier d'analyste, c'est la proactivité. Et Oui. ça rejoint un peu ce que tu disais sur ton jour de repos, tu dois aussi quand même préparer tes Le séquences, travail. tes thématiques. Je pense que tu es d'accord, primordial d'être Mm. proactif dans ce métier-là et de prendre de l'avant finalement. Anticiper. Ouais. Il faut anticiper éventuellement la demande pour que le moment où la demande arrive, ne pas devoir demander un jour avant de la faire. Parce que les jours sont très rapides. Entre deux matchs, ça peut aller très vite. Il y a les jours de repos, il y a des absences, etc. Donc ça peut aller très vite. Donc il faut que l'analyste soit réactif, passionné et en soit dévoué. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai la chance, moi, de travailler dans ma ville, dans le club de ma ville. Donc on va dire là, j'ai aucune excuse pour pas être dévoué. Honnêtement, peut-être que certains me verront d'une tribune, mais je pense que je suis pas le plus cool quand on prend un but ou quoi que ce soit, parce que je suis un peu foudrage, parce que je suis plus supporter avant toute chose que analyste. Donc c'est ça qui peut être un peu dur. Mais non, c'est sûr qu'il faut un certain dévouement pour accepter cette charge de travail, même pour la famille. Parce que voilà, il faut savoir que moi j'ai une petite fille. Donc alors oui, c'est sûr qu'en pleine saison, je la vois rarement. Rarement, j'exagère, hein, mais je sais que j'ai la chance d'aller la chercher le soir. Mon jour de repos, je peux pas la garder parce que je travaille en soi. Donc il y a certaines. Puis le week-end, je suis rarement là. Donc mes dimanches, etc., je suis pas à la maison. Donc c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte que dans le monde professionnel, certes, il y a l'avantage de se dire ouais, club de Ligue 1, etc., mais il y a aussi tous les inconvénients. C'est surtout le temps. On te prend beaucoup de temps. Le métier prend du temps. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et se le dire avant, parce que des périodes, tu te dis ça t'as eu un jour, non, en fait, on a match. Et en plus, je dois partir la veille. Donc il faut se débrouiller pour gérer pour tout. Donc c'est des choses, c'est plaisant, un contexte magnifique, qui peut faire beaucoup d'envieux, mais qui a aussi des contraintes. Et il faut les savoir avant de aussi vouloir se lancer là-dedans. Tu as bien répondu. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Étienne? Je suis en train de regarder en même temps, effectivement, si on avait d'autres questions qui étaient arrivées. De toute façon, on arrive sur la fin de notre heure qu'on avait prévue. On déborde toujours un petit peu. On parle c'est pas un souci. de temps justement pour que tu puisses profiter aussi de ton côté, Florian. Il n'y a pas de souci. Question qu'on a posée également Anthony Santiago lors de notre première intervention il y a 2 semaines maintenant, sur des conseils que tu peux donner justement à tous les aspirants analystes vidéo quand ils veulent postuler au sein d'une structure, alors pro, semi-pro, peu importe, mais sur les erreurs à ne pas faire et sur les choses à mettre en avant sur un CV, des choses qui peuvent ressortir du lot, si tu veux. Alors je pense, en termes d'analyste, un analyste, il faut qu'il ait aussi une base de connaissances. Parce qu'un analyste qui débarque dans une pratique différente que le football, déjà, ou qui ne vient pas du milieu du foot, déjà c'est compliqué en termes de compréhension. Avoir une certaine, parfois je sais que ça peut aider, ou certains clubs, ça peut les aider à avoir une certaine confiance, ou certains coachs, avoir certains diplômes de foot. C'est des bases qui permettent aussi de rassurer, savoir que la personne a été un peu éducateur, donc il y a certaines notions des grands principes de foot sans rentrer dans les détails. Après, je ne vais pas parler de CV, de comment présenter un CV, parce que c'est pas trop mon domaine de compétences, mais ça va être en mesure de... En fait, j'aurais pu dire d'être en mesure de présenter une séquence qui a été analysée. Je dirais oui et non, parce que je sais que certains, j'ai eu des candidatures qui l'ont fait, et pour des choses que eux et des personnes vont voir, mais moi je vais voir des choses totalement différentes. Et se dire qu'en fait, on a un œil, ça dépend comment la personne peut prendre, on a un œil différent. Donc certains, ça va leur plaire, dire il a un œil qui peut me plaire, donc ça peut être une bonne chose. Mais moi, comme j'aurais pu me dire, c'est que en fait, on voit des choses, c'est surtout de gros constats qui peuvent être en une différence. Donc en fait, je pense que c'est quand même un plus, ça permet de montrer une maîtrise d'outils, honnêtement, ça peut montrer tout ça. Après, il faut aussi rester convaincant de par son parcours. J'ai eu des personnes qui ont fait des formations, on va dire, privées et qui avaient des métiers totalement différents. Mais au travers de leur passion, parce qu'ils ont lancé des formations, ils se sont renseignés, ils ont fait une formation, voire 2 formations, ils ont fait différents stages de structure amateur, ils ont fait aussi de structure pro. En fait, c'est la volonté qu'il faut surtout montrer. C'est-à-dire que essayer de taper après la formation directement un gros truc,
je pense pour beaucoup, ce sera refusé, en toute franchise, parce que c'est une certaine inconnue. On ne connaît pas la personne, le cursus, il est assez inconnu. Donc, il faut commencer aussi par faire ses preuves, avoir un minimum de noms sur le CV. Voilà, se dire, voilà, ok, le fait d'être en structure amateur, je ne vais pas dire que ça a parfois plus de respect, mais c'est plus galère, c'est plus dur. Il y a moins de moyens, on est tout seul, voilà, tout le monde sait comment c'est au niveau amateur, régional, etc., voire même national 3, etc. Ça peut être plus compliqué. Donc il faut que, je pense pour ça, ça peut être une expérience enrichissante. Il faut démarrer par quelque part, taper le plus haut niveau, ça risque de ne pas toucher. Donc, voilà, commencer par plus bas, proposer des services, augmenter, avoir l'expérience. Alors oui, c'est sûr, ça n'aboutira absolument pas à un contrat au début, c'est un fait, parce que c'est très dur d'avoir une place actuellement, je trouve, dans le monde professionnel. Mais il faut passer par là, on va dire. Je suis mal placé pour dire ça, parce que j'ai eu la chance d'être embauché en structure pas directe, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il faut réussir à faire ses preuves. Voilà, c'est pas parce qu'on a fait une formation d'analyse vidéo qu'on est directement légitime pour arriver en Ligue 1. Peut-être que la personne a les compétences, ça c'est un fait, peut-être. Mais quand le CV va arriver, la personne ne donnera peut-être pas forcément de crédibilité. Donc, je pense qu'avoir une certaine expérience, comme j'ai dit, même amateur, juste être en mesure de montrer tout ce que la personne peut faire, même au niveau amateur, ça peut rassurer une personne. C'est-à-dire, ah oui, ok, certes c'était un amateur, mais au contraire, c'est plus dur. Il a réussi à faire quand même beaucoup de choses. Donc je dis, bah pourquoi pas. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui pourrait peut-être me convaincre. Je sais qu'on nous, on recherche un ou des analystes pour le centre de formation et que le choix n'est pas encore fixé, c'est pour ça que c'est très long. Et peut-être que certains sont là et ils regardent ça, regardent le live. Donc, comme ça, je permets de transmettre le message que voilà, on n'a pas décidé que ça relève pas de moi, malheureusement. Mais que voilà, faut parfois prendre son mal en patience et voilà, essayer de faire son bout de chemin, savoir des expériences avant d'essayer d'avoir vraiment un contrat derrière qui n'est pas simple. Et ça, je veux bien le croire. Peut-être pour finir, une petite dernière question. Dernière question. Alors, sans refaire tout, parce qu'on a Cédric Rimbert qui nous disait bonjour, j'ai raté les 5 premières minutes. Est-ce que c'est possible de savoir le cursus que tu as suivi et les logiciels que tu as utilisés au départ? Alors, sans refaire ton cursus, Non, passé par le STAPS avant d'intégrer Brest au centre de formation, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est les logiciels. Quels logiciels, quels outils plutôt, toi, tu conseillerais de pouvoir maîtriser, de se former, même au préalable, avant de pouvoir intégrer un club? Alors, idéalement, de base, dans le monde du football, et pour les clubs qui ont les moyens, parce que tous les clubs n'ont pas forcément un gros budget, l'idéal, c'est SportsCode. Parce que, honnêtement, en Ligue 1, etc., c'est celui qu'on utilise. Aujourd'hui, SportsCode en premier lieu. De part, en fait, ça m'est, dire, pour moi, ça paraissait une évidence. Finalement, SportsCode est très attaché au football. Pour ceux qui sont dans le handball, c'est Darfish. Voilà. Alors, c'est sûr que SportsCode a un prix, Darfish en a un autre. Donc, personnellement, je conseille SportsCode. Après, c'est sûr qu'avoir des maîtrises sur des logiciels de présentation très basiques, hein, pour ceux qui se battent, étant donné que c'est SportsCode, donc Mac, maîtriser Keynote, Numbers, ces logiciels-là sont une certaine base, histoire pouvoir fournir certains services en quelque sorte, certaines compétences, pouvoir les mettre à profit. Il faut maîtriser ces outils. Voilà, histoire de dire, parce que si un club est obligé de vous former en plus de vous avoir engagé, pas dire que c'est une perte de temps, mais c'est pas le but. Le but, c'est que voilà, la personne soit à même de maîtriser tous ces outils. Donc voilà, en premier lieu, SportsCode, Numbers, Page, je vous parle quasiment pas, bref. Mais voilà, maîtriser ces outils de présentation, que ce soit Microsoft Excel, etc. Bref, c'est pareil. Voilà, après des outils qui peuvent permettre de gagner du temps sur du reformatage de fichiers vidéo, mais bon, ça c'est beaucoup plus technique et pas forcément nécessaire dans un premier temps. Mais voilà, maîtriser ces outils-là et maîtriser en règle générale l'outil informatique. C'est quand même, on va pas le cacher, on prend l'analyse pour un informaticien. Dès qu'il y a un souci informatique, c'est à lui de la réparer. En tout cas pour les petits clubs, hein. Je sais pas pour les gros, mais voilà, quand il y a un problème de Wi-Fi, c'est moi qui m'en occupe. Donc voilà, faut maîtriser l'outil informatique en règle générale et les logiciels spécialisés. C'est on va dire la base. Top. Je te pose une dernière question, je vois de Jérôme aussi, qui peut nous clôturer. Est-ce que tu penses faire ça toute ta vie, Florian? Est-ce que tu sais si tu t'y vois encore pendant 40 ans? C'est une bonne question de fin. Ouais, c'est une question de fin. Après, honnêtement, si c'est pas la dernière, ça me dérange pas. En soi, je pense pas, parce que je pense qu'au bout d'un moment, je serai obsolète. Je serai trop âgé pour ça. Et honnêtement, je pense qu'à un moment, le métier d'analyste, je trouve la fin se dirige vers être adjoint, au moins. Pour moi, c'est un métier où tu apprends beaucoup. On a la chance de faire assez tôt, d'intégrer un staff pro sur l'aspect technique et tactique assez tôt. Parce que je sais pas quelle est la moyenne d'âge des analystes de Ligue 1, mais
C'est jeune, ouais. On doit être, allez, j'espère pas faire de mal à certains, inférieur à 35 ans. Voilà, je sais que moi j'ai 26 ans, donc je veux dire je suis jeune. Donc on a la chance d'apprendre beaucoup à notre âge. Donc j'estime qu'au bout d'un moment, ces connaissances, tout ce vécu, faut le mettre à profit. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il faut qu'on puisse essayer de passer le cap à la fois des diplômes. C'est aussi un certain niveau, mais voilà, passer les diplômes, j'estime, pour avoir des fonctions qui sont différentes, peut-être plus à responsabilité, comme je disais, adjoint, peut-être après basculer sur quelque chose qui est différent, où le rythme est peut-être un peu moins intense sur du recrutement. Certains le sont pour le recrutement, mais je connais pas, on va dire, trop le fonctionnement, donc peut-être que c'est une voie vers laquelle je m'orienterai. Je sais pas. Peut-être que moi, un jour, je souhaiterais peut-être être entraîneur numéro 1, mais bon, ça, on va accrocher. Mais ça sera peut-être adjoint. Peut-être adjoint sera peut-être ma vocation après, d'ici peut-être, j'ai une bêtise, 10-15 ans. Parce que j'estimerais ne plus être maîtrisé à ces outils, même si en travaillant tout le temps avec, peut-être voilà, un moment, une envie de changer, une opportunité. Parce qu'au final, travailler dans le sport et dans le monde pro en foot, ce sont des opportunités qui arrivent. Donc il faut prendre les décisions, oui ou non. Donc on verra en temps voulu. Mais pour l'instant, je suis bien à ma place, je suis bien heureux. Et ça me va. Eh ben, trop bien. Bravo. Bravo en tout cas pour ton parcours. Merci Florian pour ce partage d'expérience. On a fait un peu plus d'1 heure comme d'habitude. On prévoit 1 heure, mais c'est pas un souci. on déborde toujours un peu. Vraiment, merci beaucoup. C'est, je pense, pour tout le monde hyper intéressant de pouvoir avoir ton retour d'expérience et que tu puisses partager tout ça. Ça permet à toutes les personnes qui nous écoutent et à nous-mêmes, passionnés de football, d'avoir un peu plus d'infos sur comment se passe le football et plus particulièrement le métier d'analyste dans le monde professionnel. Donc, merci à nouveau de t'être rendu disponible. On va récupérer. Et puis, il n'y a pas de souci. Et pour finir, voilà, si certains ont des questions, je ne sais pas par votre biais, mais il n'y a pas de souci pour que je réponde, même par mail. Il n'y a pas de souci. Il y en aura certainement. Voilà, je sais qu'il peut y avoir des questions. Je pense qu'on n'a pas répondu à tout. Il y a certaines inconnues. Après certaines choses, je sais que je ne pourrais pas forcément parler parce que c'est des choses qui sont à notre discrétion, on va dire. Mais voilà, si certains ont des questions, il n'y a pas de souci. Je répondrai avec plaisir dans la mesure où je peux le faire. C'est très gentil de ta part de te rendre disponible. De toute façon, on te transmet si on a des demandes spécifiques. Merci aussi, Kevin, d'avoir animé ça avec moi. Merci et puis, Florian, bon courage. Merci pour la reprise lundi. C'est la nouvelle saison qui commence, du coup. Voilà, après, en toute franchise, nous, je reprends mercredi, comme on a le séminaire des analystes. À la Fédé, lundi, mardi, à Clairefontaine. Et demain, il y a le calendrier de la Ligue 1 qui sort. En plus. En toute franchise, je vais l'avouer, tu me l'apprends. Mais honnêtement, bon, j'aurais suivi, mais c'est vrai que. Ça a été annoncé tout à l'heure. Bon, ça va. Tout à l'heure. Ça va. Alors, je suis pas allé. Et il a dit 4 semaines, je déconnecte. Ah oui, non, mais non, je fais du bricolage, je fais de la peinture, ça me va. T'as bien raison. Merci à nouveau. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir aussi. Si vous souhaitez échanger sur notre parcours de formation football, n'hésitez pas.